Bonjour à tous et re-bienvenue dans la cour des grands. Aujourd'hui, nous allons entamer l'épisode budget de notre série avec notre invitée du jour, étudiante à l'UCO en comptabilité, Madame Khadija Bakshish. Bonjour. Bonjour Racha, Comment ça va? ça va, merci. Merci beaucoup de participer à notre balado. Vous allez pouvoir nous aider à démystifier plusieurs choses qu'on ne connaît peut-être pas vu qu'on est juste au secondaire. Ça me fait plaisir. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons une petite synthèse des mots qu'on connaît peut-être pas et des définitions qui pourraient nous être utiles. Comme par exemple, c'est quoi un cours au cégep et à l'université? Un cours au cégep et à l'université se compose d'un nombre de crédits. Un cours, c'est l'équivalent de 3 crédits. Le cours, ça commence au début de session et ça termine en fin de session. La session, c'est pas la même chose comme l'année scolaire. La session, il peut être genre 3 mois et demi. Ok. Donc, un cours correspond à 3 crédits et une session, c'est comme une session d'automne, genre ça peut être 3 à 4 cours. Exactement. Genre, à l'université, il y a 3 sessions. Il y a la session d'automne, il y a la session d'hiver, il y a la session d'été. Ok. Donc, c'est pas une année. Juste une partie. Parfait. Aussi, c'est quoi une bourse? Le gouvernement aide les étudiants à aller dans des études supérieures. Et pour cette raison, il les offre une aide financière. Cette aide financière se calcule sur plusieurs bases, genre le revenu de l'étudiant, le revenu de ses parents. C'est un peu compliqué. Mais le résultat de ce montant que reçoit l'étudiant est séparé en deux. Il y a une partie bourse que l'étudiant ne va pas rembourser. Il y a une partie prêt que l'étudiant va rembourser après ses études. Donc ça veut dire qu'une bourse, ça nous appartient, c'est à nous, et que le prêt, ben, on va devoir le redonner. Exactement. Parfait. Pour terminer, c'est quoi des droits de scolarité? Les droits de scolarité, c'est tout ce que l'étudiant paye à un cégep, à une université ou à un autre établissement d'enseignement. Ok, donc c'est un peu comme tout ce que tu dois payer à l'université. Exactement, ça peut englober les frais d'admission, les frais des cours, il y a aussi une assurance. Tout ce que tu payes, c'est le montant qu'on paye à l'université par session. Est-ce que les matériaux nécessaires sont aussi inclus? Si vous parlez des livres que les étudiants achètent à la librairie, je dis non. Ok, donc il y a certains matériels que l'école nous fournit et d'autres que nous, on doit payer de notre poche. Et qui ne Exactement, sont pas compris dans les droits de scolarité. c'est ça. Avant de passer à notre premier aspect qui va comporter les prix des cégeps et des universités, racontez-nous un peu comment c'est d'étudier dans ces établissements. Est-ce que c'est plus strict que le secondaire? Pour être honnête et transparente avec toi, Racha, moi, j'ai pas fait le secondaire ici au Canada. Par contre, j'ai eu l'occasion et la chance de faire le cégep et l'université ici. Moi, je constate que les profs, ils te donnent un peu de liberté, que tu organises ton temps, tu planifies ta façon de travailler et tout. Mais tout ce que je peux te dire, c'est sans de la difficulté, si tu as un problème, si tu approches un prof, il sera toujours disponible à t'expliquer, à te donner plus de conseils, à revoir même la matière avec toi. Donc, on a toujours un support avec nos profs, mais on n'est pas totalement toujours genre sous leurs yeux en train de dire, ok, si vous avez une faute, c'est fini. Non, ça se passe pas comme ça. Vous êtes assez grand maintenant, majeur et vacciné pour organiser vos tâches, vos façons de travailler, choisir vos collègues pour faire des travaux de session. Donc ça, c'est vraiment, c'est libre à vous. Pourquoi avez-vous choisi le Québec et non une autre place au Canada pour faire vos études? Premièrement, je choisis le Québec parce que je suis résidente du Québec. Le Québec a des universités qui sont bien réputées. En plus de ça, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'en Ontario. Ah oui, ça je peux vous l'affirmer parce que j'ai fait plusieurs recherches pour trouver les différents prix en moyenne de différentes universités et cégep. Donc voilà une brève explication, une brève synthèse de tous ces prix-là. Donc déjà pour le cégep de l'Outaouais, une session ça correspond à peu près à 160 dollars
Mais avec le matériel, vous pouvez faire x5 et ça va monter à 800 $ par année en moyenne. Bien sûr, ça va dépendre de votre programme et de qu'est-ce que vous choisissez. Mais ça donne une idée que le budget, il doit aller dans le matériel et non dans les frais d'inscription. Pour l'université, Sherbrooke, qui offre un trimestre de 15 crédits, donc 5 cours, ça monte à peu près à 2000 $. Pour Laval, une année pour le premier cycle pour des résidents du Québec, ça va monter à 4000 $. Mais il faut penser que pour des élèves internationaux ou qui vivent seulement au Canada mais pas au Québec, ça va monter à 30 000 $. Donc entre 4000 et 30 000, il y a une large différence. À UQAM, là aussi, on a une grosse différence, donc à peu près 4000 $ encore pour les résidents du Québec et 10 000 pour les résidents internationaux ou hors du Québec. Et pour Ottawa, il faut penser à doubler le prix des universités québécoises. Alors, c'est vraiment, vraiment plus cher en Ontario. Donc, il faut profiter du fait qu'on est résident du Québec pour étudier au Québec. Et aussi, là, on parle bien sûr juste des droits de scolarité. Donc, les manuels et les matériaux ne sont pas inclus dans ce que je vous dis. Mais il y a bien sûr des sites où vous pouvez trouver des manuels, surtout des sites dans les sites des universités. Donc, vous pouvez trouver des manuels où vous pouvez les acheter ou les louer. Donc, c'est des manuels d'occasion. C'est vraiment mieux que juste acheter un brand new manuel qui va coûter genre 100 $. Alors, il faut vraiment y aller vite parce que ça part vite. Et aussi, il faut constater que les premières années sont toujours plus chères que les autres années. Donc, c'est sûrement parce qu'il il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup plus de choses à acheter durant la première année. Ça dépend beaucoup de votre programme. Là, bien sûr, je vous ai juste donné la moyenne, mais ça vous donne une idée de Ontario, la différence entre Ontario et Québec. Maintenant, passons au prix de subsistance, ça veut dire le logement, l'épicerie, l'inflation aussi qui va affecter ces deux choses-là, et les impôts. Parce que bien sûr, on va devenir adulte, on va commencer à payer de gros frais pour nos études, et on va aussi commencer à travailler. Mais quand on travaille, on doit payer des impôts à la fin de l'année. Et c'est quoi des impôts? L'impôt est une déduction sur le revenu gagné que tu payes au gouvernement. Et pour des élèves qui ont des frais de scolarité et qui travaillent, comment ça va fonctionner pour eux? Les études qui ont des frais de scolarité et qui travaillent peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt non remboursable. C'est-à-dire, je vais schématiser par un exemple. Imagine que l'étudiant a 10 000 $ à payer d'impôt et qu'il a des frais de scolarité l'équivalent de 8 000 $. Si on multiplie le 8 000 $ fois 15% qui est un taux de base, ça nous donne 1200. Donc, on peut réduire ou baisser les 10 000 $ de 1200, ça nous donne 8 800. Donc, au lieu de payer 10 000, il va payer en final 8 800 grâce à ses frais de scolarité. Ok, et d'où vient le 15%? C'est un taux de base donné par le gouvernement. Ok, donc en bref, tu vais juste multiplier quelques trucs puis tu vas avoir moins d'argent à payer. Exactement. Mais pour les élèves qui ont seulement des frais de scolarité mais qui travaillent pas. C'est une bonne question. Et il y a deux options qui s'offrent à eux. Soit la possibilité de transférer les frais de scolarité à un des parents pour bénéficier de réduire ses impôts, ou bien à un parent ou à un conjoint, ou bien les reporter aux années futures quand il va gagner de l'argent. Le même principe s'applique aux intérêts payés sur le prêt études et c'est un crédit d'impôt. Donc, le montant annuel de l'intérêt payé durant l'année multiplié fois 15%, le résultat permet de réduire l'impôt à payer. Donc ça veut dire que tu peux beaucoup déduire tes impôts quand tu es étudiant, quoi. Avec tes frais de scolarité, tes intérêts et tes placements et tout ça. Oui, c'est pas mal vrai. Ok, parfait. Donc maintenant, pensons aux élèves qui ont des parents qui ont fait des régimes pour eux. Comment ils vont pouvoir utiliser cet argent pour qu'ils bénéficient à leurs études? Les régimes enregistrés d'épargne études se composent de trois parties. Il y a la cotisation des parents, il y a la subvention du gouvernement et il y a l'intérêt cumulé. Donc, au moment que l'étudiant bénéficie de ce montant pour les études, il faut savoir que la partie subvention et intérêt
cumulé, c'est considéré comme un revenu imposable. Je vais faciliter ça avec un petit exemple. Si un parent a mis 100 dollars, le gouvernement a mis 30 dollars de subvention et l'intérêt cumulé, c'est 2 dollars. Sur les 132 dollars, il y a 30 dollars imposables et les 100 dollars ne sont pas imposables parce qu'ils ont déjà passé par l'impôt. Donc, ça veut dire que le 32 $, il va falloir que tu payes l'impôt là-dessus à la fin de l'année. Oui. Bon. Maintenant, passons au prix de subsistance et à l'inflation. Déjà, il faut savoir que l'inflation est une hausse persistante du niveau moyen des prix au fil du temps. Ça veut dire que tous les prix vont augmenter, le prix du logement, le prix de l'épicerie, et ce sont des choses qu'on doit prendre en considération quand on va à l'école. Parce que oui, les frais de scolarité, ça coûte beaucoup, mais aussi les frais de logement et les frais de la nourriture. Donc, par exemple, pour un frais de logement en général, c'est entre 500 et 2000 par mois pour des étudiants. Mais il faut savoir qu'il y a les campus pour les universités. Donc, par exemple, le campus pour temps plein à Laval, tu peux le payer jusqu'à 410 dollars par mois, ce qui est beaucoup mieux que 2000 dollars par mois. Bien sûr, ça peut dépendre. Tu peux choisir le type de logement que tu veux, donc avec plus de personnes ou moins de personnes. Et c'est aussi ça qui va permettre de choisir le montant que tu préfères. Donc, par exemple, à UQAM, il y a des logements qui peuvent aller de 500 à 660. Donc, tu peux choisir lequel que tu préfères. Bien sûr, vivre en résidence sur un campus, c'est beaucoup plus utile parce que tu as un accès facile au campus et à la bibliothèque. Et vous avez d'habitude accès à un Wi-Fi gratuit et à une buanderie, une cuisine. Pour l'épicerie, il faut penser à 240 voire 480 par mois selon un site du Canada que j'ai trouvé. Mais il faut penser que si vous habitez sur le campus, vous pouvez vous inscrire au plan de repas de la cafétéria. Du coup, vous n'avez pas besoin de toujours acheter de la nourriture de l'extérieur et vous pouvez juste y aller avec la cafétéria. Bon, bien, mes chers auditeurs, on arrive enfin à la fin de cette émission, ce qui veut dire qu'on passe à vos réponses que vous m'avez données sur le sondage Instagram que j'ai fait. Donc, on commence par la première question. Comment on peut se préparer ou ne pas manquer de concentration lorsque on va aller faire des cours de 3 heures et tout ça? Je pense que la clé de maintenir la motivation, savoir gérer les priorités, être organisé et savoir gérer son horaire. Maintenant, pour les ressources dont on dispose, est-ce qu'il y a comme des récupérations qu'on peut faire avec les profs ou est-ce qu'on peut communiquer avec les profs si on a des questions? Effectivement, oui, c'est possible. D'habitude, au moment de la présentation du plan de cours, le prof communique ses coordonnées et sa disponibilité en cas de besoin avec les étudiants. Là, une des questions que l'un de vous m'a posée, c'est est-ce que le cégep avant l'université, c'est obligatoire? D'après ce que j'ai compris, au Québec, c'est obligatoire. Mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose à nos vies de faire le cégep? Je pense qu'au Québec, c'est obligatoire, mais personnellement, le cégep m'a servi d'un rappel de beaucoup de notions et en plus m'a servi comme une base pour le passage à l'université, surtout après ma reprise des études. Qu'est-ce qu'on fait si on regrette notre choix de cours ou si on ne sait pas quoi choisir ou si on a pris quelque chose mais qu'on n'aime pas du tout? Est-ce qu'on peut changer? Ben oui, si tu n'aimes pas le programme choisi, tu peux facilement désister et choisir un autre. Il suffit de discuter avec le chargé de cours pour plus de détails, mais de préférence que ce soit au début de l'année. Ok. Et c'est quoi un chargé de cours? Ben, c'est la personne qui s'occupe du programme choisi. Ok, parfait. Bon, ben c'est la fin de notre émission, mes chers auditeurs. Je veux remercier Madame Khadija Bakshish de nous avoir donné du temps pour cet épisode budget de notre série. Donc, merci beaucoup, Madame Bakshish. Merci à vous. J'espère que mes informations seraient utiles pour vous. En tout cas, ça m'a été utile et j'espère que ça vous a été utile aussi. Donc, on se revoit au prochain épisode qui va être les relations. Et merci beaucoup.